Bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre émission L'échiquier international. Dans ce premier numéro de l'année, nous vous emmenons en Chine. Alors la Chine a un nouveau ministre des Affaires étrangères en la personne de Qin Gang, jusqu'ici ambassadeur aux États-Unis. Signe de l'importance apportée par Pékin à la relation sino-américaine. Alors quelle lecture faut-il en faire? Cela est-il synonyme de rapprochement avec Washington? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos spécialistes. Alors aujourd'hui, nous accueillons Gamal Abina, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et le géopoliticien Manuel Pouchelet est également parmi nous. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, messieurs. Alors tout d'abord, Gamal Abina, un nouveau chef de la diplomatie, est-il toujours synonyme de changement de cap dans les relations internationales? Concernant la Chine, par exemple, cela intervient dans une conjoncture qui la place au devant de la scène. Les relations avec les États-Unis se sont détériorées, de nouveaux conflits ont éclaté. Comment interpréter la nomination de l'ex-ambassadeur de la Chine aux États-Unis à ce poste? Eh bien, simplement, il faut se rappeler effectivement l'histoire de la Chine qui, en matière de tradition et de communication et surtout de représentation internationale, a toujours mis très haut la barre. On se souvient de Zhou Enlai, qui était donc le représentant chinois à l'international, qui a obtenu des grandes victoires diplomatiques par rapport aux États-Unis, à telle enseigne qu'après ils ont fait la paix avec Kissinger et les États-Unis dans les années 70. Et donc aujourd'hui, cet ambassadeur qui est au départ pressenti, comme on l'a appelé le loup guerrier, et finalement va être nommé à un poste extrêmement important dans un environnement extrêmement défavorable, puisqu'il y a une vraie tension entre les États-Unis et la Chine, qui a commencé d'ailleurs sous Trump. Il faut se souvenir que ça a commencé par des guerres commerciales ouvertes entre la Chine et les États-Unis. C'est cela. La nomination de cet ambassadeur a un sens dans la mesure où c'est quelqu'un qui est féru de culture anglo-saxonne américaine, qui est parfaitement polyglotte, qui connaît parfaitement son adversaire, puisque là on parle bien d'adversaire, et qui va certainement faire en sorte de renouer une relation un peu plus apaisée, non pas amicale, mais au moins apaisée, entre ces deux grandes puissances que sont les États-Unis, puissance déclinante, et la Chine, puissance en devenir, qui sera bientôt la première puissance économique mondiale en 2030. Avant de décrypter davantage la question, je repose la même question à Manuel Pouchelet. Monsieur Pouchelet, comment interpréter, selon vous, la nomination de Qin Gang, qui est l'ex-ambassadeur de la Chine aux États-Unis, au poste de ministre des Affaires étrangères? La nomination d'une éminente personnalité à ce poste est importante, on vient de le dire. M. Gang connaît parfaitement les États-Unis, mais je vous rappelle que dans les années 70, il y avait également un ambassadeur américain en Chine qui s'est appelé M. Bush et qui ensuite a été promu président. Donc, quelque part, c'est toujours un message fort. Nous avons ici un expert des relations internationales, nous avons aussi un expert qui connaît et qui sait déchiffrer parfaitement les codes de l'Occident. On parle des Américains, mais il faut savoir que ce monsieur est aussi polyglotte, donc il a une capacité d'adaptation qui est rare. Et en même temps, vous avez aussi un nouveau ministre des Affaires étrangères qui est nommé pour un nouveau suivi des dossiers, puisque M. Xi Jinping, au moment du 20e congrès du PCC, a fixé une nouvelle feuille de route qui, pour l'instant, s'annonce sur 2030-2035. Le prédécesseur, si vous voulez, a épuisé certaines solutions. Maintenant, M. Gang va en tous les cas donner de nouvelles orientations et en tous les cas préciser la méthode auprès du monde et des partenaires chinois, tout comme leurs contradicteurs que sont les Occidentaux. Monsieur Pouchelet, on l'a vu dès sa prise de position, Qin Gang a prôné le dialogue avec les États-Unis. Le dialogue n'est pourtant pas complètement rompu. Quel est le message voulu ? Il n'y a jamais eu de rupture de dialogue, si vous voulez, entre Pékin et Washington. Il faut savoir que Pékin et Washington font face aussi dans cette espèce de gestion du monde d'après, dont on parle beaucoup, avec cette espèce de polarisation qui s'annonce. Ils sont obligés de se parler, de dialoguer, de se compléter. Je rappelle qu'au niveau économique, la Chine et les États-Unis se retrouvent aussi dans cette partie asiatique qu'en Europe on connaît moins, avec les nombreuses organisations économiques comme l'ASEAN, par exemple, où on retrouve ces deux partenaires présents. Donc, quelque part, c'est un enjeu important pour Pékin de bien connaître, si vous voulez, la posture de Washington, qui de plus en plus se précise aussi avec les alliances où elle mobilise également les Européens. De toute façon, le dialogue diplomatique, si vous voulez, a ses codes. Il n'a jamais été question entre ces deux grandes puissances aujourd'hui, qui se confirment, de rupture de dialogue. Bien au contraire, elles sont obligées de se compléter pour se comprendre.
Dans la logique des choses, Gamal Abina, on l'a dit, donc Qin Gang a prôné le dialogue dès sa prise de parole en tant que chef de la diplomatie chinoise. Comment voyez-vous cela ? Les Chinois sont des gens polis. Ils ont l'habitude toujours de rester avec un canal ouvert. Il faut se souvenir quand même des propos qu'il a utilisés avant, qui étaient beaucoup plus offensifs, sur la question, par exemple, des Ouïghours, où il expliquait que c'était une fabrication et une propagande occidentale, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, quand on sait l'origine des premières images et des premiers témoignages qui venaient d'un Allemand très proche des mouvements néoconservateurs américains. On peut se poser la question de savoir si effectivement on n'a pas fait remonter en épingle des problèmes régionaux qui étaient très limités à des problèmes extrêmement violents comme on les présente aujourd'hui. Mais il était le premier à dire que c'était de la propagande. C'est quelqu'un qui est féru de l'Internet, qui communique beaucoup d'ailleurs par Twitter, c'est ce qui a d'ailleurs fait sa marque de fabrique. C'est quelqu'un qu'on appelle donc le loup guerrier qui va se muer sans doute en renard guerrier, mais renard tout de même, donc suffisamment intelligent et malin pour utiliser les codes des États-Unis. On sait qu'il est fan de baseball, ça en dit long, de basket. C'est quelqu'un qui est très très imprégné de la culture anglo-saxonne et par là même qui sait parfaitement quel est son adversaire. La relation États-Unis et Chine est très ancienne, elle a commencé il y a 4 siècles quasiment, à peu de choses près, je veux dire, par rapport à l'Amérique du Sud. Et pour ce qui concerne l'Amérique du Nord, évidemment, on sait très bien que la Chine était un grand investisseur, qui est toujours aujourd'hui le cas, puisque 2000 milliards des bons du Trésor américain sont détenus par les Chinois. 2 économies rivales, 2 économies puissantes, 23 000 milliards de PIB côté américain contre 17 000 milliards de PIB côté chinois. C'est vous dire à quel point ces 2 géants doivent se parler. Alors c'est bien que vous évoquiez cette rivalité. Alors on l'a vu ces dernières années, les relations entre Pékin et Washington sont du moins tumultueuses. Vous l'avez évoqué, il y a la guerre des Ouïghours, mais pas seulement. Il y a une guerre économique, des tensions autour du Covid-19 sur l'île de Taïwan, etc. Nous avons 2 puissances qui n'arrivent pas à se départager. La coexistence pacifique est-elle possible ? Alors, concernant la présence américaine, qui est une occupation dans le monde en règle générale, avec des bases militaires partout dès qu'ils gagnent une guerre, les États-Unis n'ont pas vocation à rester dans la région, mais veulent rester de force. Ils ont été chassés par le Vietnam, évidemment, on le sait, une défaite cuisante. Ils ont été chassés récemment par l'Afghanistan pour ce qui concerne le monde début du monde asiatique. Mais les États-Unis cherchent toujours à avoir une présence, justifiée ou pas d'ailleurs, par le fait que, soi-disant, il y aurait eu une sorte d'ennemi comme ça héréditaire qu'on appelle les communistes. Le communisme ayant largement été dissipé, voire liquidé, puisque maintenant la Chine communiste, c'est plus un nom et un label qu'une réalité. Il n'y a donc pas cette idéologie qui reste à justifier la présence américaine, qui est, rappelons tout de même, sur toutes les frontières chinoises. Elle occupe une partie de Taïwan, elle occupe le Japon. Il y a quand même des soldats américains, 30 000, qui occupent illégalement l'île du Japon, puisqu'ils continuent à garder leur domination sur le Japon. Elle met une tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud avec ce fameux 38e parallèle qui fait que les 2 Corées ne peuvent pas se réconcilier parce que les Américains s'y opposent fermement, même si un temps, Trump a essayé de calmer un peu le jeu. Et surtout, les États-Unis, en concurrence avec les Chinois, sentent bien que leur précaré régional, dans la région d'Asie, je veux dire, du sud-est asiatique, est mis en danger par une Chine qui est de plus en plus offensive, de plus en plus expansive, qui est de plus en plus puissante économiquement. Et l'économie, ça séduit beaucoup de gens et qui, contrairement aux États-Unis, ne donne pas de leçon de démocratie. C'est ça la chose qui est plus importante. Et je pense qu'effectivement, pour réconcilier ces 2 géants, c'est très compliqué parce qu'ils se battent sur le même terrain, à savoir la conquête du monde par l'économie, la conquête de l'espace, on va peut-être en parler dans quelques minutes si vous voulez bien, mais surtout la conquête de l'hégémonie mondiale, puisque clairement la Chine aujourd'hui se positionne comme un acteur essentiel et incontournable, qu'on le voit en Afrique, en Asie, en Europe. Manuel Pouchelet, malgré tous ces litiges qui divisent ces 2 puissances, une coexistence est-elle possible aujourd'hui, une coexistence bien entendu pacifique ? Oui, une coexistence pacifique est possible, puisque je rappelle que la Chine et les États-Unis ont les mêmes ennemis. On est face à des menaces polymorphes, on vient de parler de guerre économique, certes, cependant, je rappelle que sur certains dossiers, Chine et Américains sont obligés de se concerter. Je parle du dossier iranien, je parle également éventuellement de la sécurité à assurer par rapport à l'itinéraire des nouvelles routes de la soie, où Pékin, si vous voulez, s'est engagé, mais patine. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un problème sécuritaire. Nous avons vu récemment l'implication de la Chine maintenant au Moyen-Orient, alors que l'on annonce depuis des années le départ des Américains, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez,
il y a une complémentarité qui va devoir se créer, un équilibre qui va devoir se faire, un petit peu comme ça s'est fait un peu au moment de la fin, si vous voulez, de la chute de l'URSS, mais les deux puissances doivent se compléter, doivent dialoguer. On ne peut pas assister impuissant à des querelles dans la mesure où l'économie mondiale est tellement impliquée et imbriquée, puisqu'on parle de mondialisation, qu'on ne pourrait pas, aujourd'hui, je ne pense pas que les cultures et les peuples ne pourraient se satisfaire d'une nouvelle crise. Une mondialisation, mais pas à sens unique. On est bien d'accord. La mondialisation ne pourra fonctionner que quand il y a une bilatéralité des échanges. Et je pense que Pékin et Washington avancent de manière prudente, même si de toute façon elles ne sont pas forcément d'accord. Et avec le dernier congrès du PCC chinois, présidé par M. Xi Jinping, il a précisé la méthode. Et je pense qu'il parle clair par rapport à Washington qui tergiverse avec le doute, si vous voulez, sur le renouvellement de mandat de M. Biden. Emmanuel Pouchelet, avec la Russie, son allié stratégique, et même avec ses autres amis des BRICS, la Chine prône aujourd'hui un monde multipolaire auquel beaucoup de pays veulent bien adhérer, un ordre économique qui ne serait pas régi par une seule puissance, qui au final dicte tout. Est-ce là le principal point d'achoppement avec les États-Unis ? Oui et non, puisque les États-Unis font de la même chose de leur côté, dans leur précaré, que ce soit avec l'OTAN, que ce soit avec l'Union européenne, ainsi de suite. Je vous ferai remarquer qu'avec la crise en Ukraine, ce sont les Américains qui dictent aux Européens ce qu'ils doivent faire et la marche à suivre. Donc, quelque part. Mais pas aux Chinois. Et pas aux Chinois. Maintenant, je pense que la Chine, et c'est peut-être là qu'on risquerait d'aboutir peut-être à une nouveauté. Je rappelle que le conflit en Ukraine, pour l'instant, n'est pas en voie d'arrêt ni de solution. Moi, j'ai le souvenir, pour avoir été engagé dans les Balkans, que c'est les Américains, avec les accords de Dayton, qui ont sifflé la fin de la partie. Est-ce que ce ne serait pas Pékin qui risquerait peut-être de demander à Moscou et à Kiev d'arrêter cette guerre, qui nuit de toute façon à son économie, et elle en paye le prix fort, au même titre que d'autres économies beaucoup plus faibles. On est dans une période d'après-Covid qui a laissé, si vous voulez, des traces profondes dans les économies respectives. L'organisation de la BRICS est en pleine montée en puissance, où on s'interroge beaucoup sur sa stratégie, mais de toute façon, aujourd'hui, on l'avait noté au moment du congrès de Samarcande, les grandes puissances sont aussi évaluées. Est-ce que Pékin va y arriver? Oui, mais n'oublions pas que de toute façon, il y a souvent des remises en cause et ces grandes puissances doivent se confirmer leur leadership et c'est aujourd'hui un exercice difficile. Gamal Abina, est-ce que vous rejoignez Monsieur Pouchelet par rapport à la multipolarité de cet ordre mondial voulu par de nombreux pays et auquel prône Pékin? Alors oui, évidemment, que de nombreux pays qui n'y participent pas veulent une multipolarisation du monde, ce qui est normal, puisque les États-Unis ont fait la fête pendant 30 ans en détruisant quasiment tout le Moyen-Orient et une partie de l'Afrique. Donc évidemment que c'est appelé des vœux de pas mal de pays qui montent en puissance, d'ailleurs, on parle des BRICS, mais pas seulement, parce qu'effectivement, il y a un déséquilibre des forces dans le monde. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le rapport Chine-États-Unis sur la question iranienne, puisque l'Iran est très proche de la Chine aujourd'hui. Ils sont sortis de cette effervescence révolutionnaire. Maintenant, les Iraniens sont des pragmatiques, alimentent en pétrole et en gaz la Chine, parce que la Chine a besoin de pétrole et de gaz, et que les Chinois se positionnent au Moyen-Orient de façon très claire. Ils sont là, ils n'arrivent pas militairement, ils arrivent économiquement, ce qui fait une petite différence. Alors que les États-Unis arrivaient avec des bombes pour diffuser soi-disant la démocratie. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, la prédominance américaine qui est sur le déclin, et cela vaut mieux d'ailleurs pour la paix dans le monde, va se maintenir en l'état ou va décliner encore. Moi je pense qu'il va y avoir un déclin qui va s'amorcer et qui va s'accélérer avec l'arrivée de concurrents sérieux et réels. Et puis surtout pour ce qui concerne la question de la guerre Ukraine-États-Unis, on peut dire quasiment, et Russie-États-Unis, puisque c'est une guerre par proxy des États-Unis, les Chinois ont choisi leur camp de façon très claire. Lorsque Biden dit vous devez choisir, Biden et son ministre des Affaires étrangères Blinken disent vous devez choisir le bon camp dans l'histoire, ce qu'ils appellent donc être du bon côté de l'histoire, ce qui est quand même assez particulier. On revient sur un discours binaire assez ridicule qui rappelle les années Bush où il y avait l'axe du mal et du bien. Eh bien, les Chinois ont dit simplement et de façon très claire nous choisissons notre camp. C'est le camp des affaires évidemment, c'est le camp de la relation avec la Russie dont on a besoin pour ces nouvelles routes de la soie parce que ça passe aussi dans le nord par la Russie et nous ne choisissons pas le camp atlantiste américain qui, et les Chinois ont une bonne mémoire, n'a jamais été leur ami. Rappelons-nous de Tiananmen, où ils ont mis le paquet pour déstabiliser la Chine. Rappelons-nous de la guerre de 53 en Corée, où 1 million de Chinois sont morts par des armes bactériologiques. Les Chinois ont une mémoire très longue, se souviennent aussi de l'époque de la reine d'Angleterre, lorsqu'ils ont drogué la population chinoise à une échelle abyssale, on parlait des guerres de l'opium. Eh bien, les Chinois se souviennent de cela, connaissent la fourberie des États-Unis et de l'Occident, et ne tombent pas dans le piège. Ils ne choisissent pas le camp du bien décrété par l'Amérique.
Et puisque vous en parlez, Monsieur Habina, alors la Chine, on l'a vu depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, a souvent fait les frais de ses positions, de ses prises de position en faveur de la Chine. La Chine augmenterait, ou plutôt augmentait, par exemple, ses importations de gaz russe à l'heure où les Occidentaux criaient au boycott. Qin Gang, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, devra-t-il jouer aux équilibristes pour arriver à concilier ces trois puissances mondiales que sont la Chine, les États-Unis et la Russie? Vous savez, les Chinois sont des gens polis, comme je le disais tout à l'heure. Ils n'ont pas l'habitude d'être frontaux, ils discutent, ils proposent des solutions. En revanche, quand on leur dicte leur démarche à suivre, la position est radicale. C'est un niet total. J'ai bien niet à dessein russe, évidemment. Donc la relation sino-russe est une relation éminemment économique, commerciale, culturelle. Il faut se rappeler quand même que ce sont des peuples d'Orient et non pas d'Occident. Et se rappeler aussi surtout que 200 milliards de dollars, c'est le chiffre actuel des échanges entre la Chine et la Russie, qui profitent aux deux. Donc, ils n'ont aucun intérêt à répondre aux exigences états-uniennes sur une question qui ne regarde pas les États-Unis, c'est une question slave du point de vue chinois. C'est comme ça qu'ils le pensent, d'ailleurs, comme Taïwan, c'est une question chinoise. Donc, la Chine continentale n'acceptera jamais le diktat américain, en aucun cas, parce que d'abord, c'était des ennemis à l'origine qui se sont un peu rabibochés. Puis à nouveau, en 89, on a tenté de faire tomber la Chine avec la chute du communisme. Ils l'ont pas oublié. Et puis surtout, les Chinois ont une certaine fierté. Ils n'acceptent pas que des cow-boys, on peut les appeler comme ça, qui viennent un petit peu mettre le feu un peu partout dans le monde, donnent des leçons après de démocratie et de bien-pensante, on dira de bonne gouvernance, c'est un peu ça le terme dédié, à destination d'une Chine qui, pour le coup, a réussi à se développer de façon extraordinaire sans démocratie. Et selon vous, Manuel Pouchelet, quelle stratégie devra déployer Qin Gang pour arriver à concilier la politique que devra changer ou continuer la Chine dans cette logique des choses, dans ce conflit ouvert donc, entre Russes et Américains? La Chine, si vous voulez, va de toute façon préciser sa méthode. C'est un pays et une culture très ancienne, plusieurs fois millénaire, alors que la culture américaine est très récente quand vous regardez l'histoire de ces deux pays. De toute façon, ces deux pays vont devoir dialoguer, discuter, échanger. Le Pékin, si vous voulez, a bien conscience qu'aujourd'hui on est dans un monde volatile et réversible et que les alliances ne sont jamais acquises. Mais quelque part, le dialogue entre Pékin et Washington va devoir être renoué. De là à parler d'équilibrisme, non, puisque le nouveau ministre des Affaires étrangères connaît parfaitement la stratégie américaine. Quoique avec M. Biden, on assiste quand même à un petit changement dans la mesure où M. Blinken est complètement absent du paysage, excusez-moi, où il ne se déplace quasiment plus à l'étranger, alors que son prédécesseur, M. Pompeo, dans l'administration Trump, le faisait régulièrement, si ce n'est de façon permanente. Oui. Donc, si vous voulez, l'équilibre sino-américain, si vous voulez, on va devoir le trouver. Et les Chinois, de toute façon, la politique étrangère, elle est certes, le représentant est ministre des Affaires étrangères, mais en Occident, ce sont les prérogatives du président qui décide et qui dirige cette politique. Je parle ici de la France, mais je vous ferai remarquer qu'aux États-Unis et en Chine, c'est pareil. Donc, si vous voulez, ce haut représentant du gouvernement chinois auprès de l'étranger et de ses homologues, de toute façon, sera attendu. Nous sommes très impatients d'ailleurs de cette nouvelle nomination, parce qu'il y aura sûrement un changement. Très bien. Manuel Pouchelet, je voudrais aborder avec vous, avec M. Habina, un autre aspect des enjeux actuels. La Chine a mis fin le 7 décembre à sa politique draconienne dite du zéro Covid. Depuis, nous assistons à une vague de restrictions visant les Chinois. Japon, États-Unis, Australie, plusieurs pays européens soumettent aujourd'hui les voyageurs chinois à d'interminables mesures sanitaires. Un effet domino aux pures motivations sanitaires, selon vous ? Bon, je pense qu'il y a un petit peu la Chine, si vous voulez, est restée très discrète sur le nombre exact de ses, on va dire, de ses ressortissants ou de ses habitants touchés par le Covid. C'est un secret d'État. Il faut, je pense, le dire ce soir. De toute façon, cette fermeture de l'Occident aux Chinois est aussi une réponse aussi un peu à la politique qui est menée par Pékin, parce que d'après les démocraties et les chancelleries occidentales, on sait pertinemment que la Chine ment, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ment sur ses patients Covid. Il faut dire aussi que M. Xi Jinping, ces derniers temps, dans les grandes villes, je pense à Shanghai, je pense à Hong Kong et d'autres villes, notamment
côtières, il y a eu de grandes manifestations sur cette politique zéro Covid et l'enfermement des gens avec des événements violents. Donc, est-ce que c'est pas la réponse de Pékin aussi pour tenter de calmer cette sécurité intérieure où les autorités avaient un peu de mal, si vous voulez, à cacher aux habitants. Maintenant, la Chine est une puissance économique. Cela se fait par les échanges, parce que les touristes, dans leur bagage, ils n'ont pas forcément l'envie de ramener que des souvenirs. Ils y font aussi des affaires, et sait-on jamais, c'est peut-être un bien. Maintenant, cette protection sanitaire, si vous voulez, s'impose, puisqu'on a quand même de grands doutes, notamment en Occident, où on a un Covid qui repart de plus belle, en tout cas. Mais Monsieur Pouchelet, tous les pays qui ferment la porte aux Chinois aujourd'hui recensent pourtant des cas par milliers de Covid-19 au quotidien, sans pour autant imposer de telles restrictions. On l'a vu dans son discours pour le Nouvel An, le président chinois a tenté de rassurer en vain. Quelle est la finalité de cette politique de restriction ? La politique de restriction, de toute façon, je pense qu'en Europe, on a oublié ce qu'on nous a martelé pendant les années Covid, c'est-à-dire les gestes barrières, et c'est en même temps une protection aussi pour les gouvernements occidentaux de se protéger et de faire des rappels sur ces règles de sécurité avec le port du masque, etc. On le voit bien en France, où on a quand même de gros doutes, où même les autorités françaises tergiversent sur l'accueil des touristes chinois, alors que les autres pays de l'Union européenne se sont montrés fermes. Maintenant, c'est une réponse à la Chine, mais est-ce la bonne réponse? Moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est surtout une peur de cette maladie dont on n'a toujours pas. Très bien, donc purement sanitaire pour vous. Oui, je pense. Je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que la diffusion fait peur et nous sommes dans des sociétés qui économiquement sont déjà affaiblies. Très bien, mais on parle des motivations. Gamal Abina, on l'a vu, il y a eu comme un effet domino de la part des Occidentaux quand en première réaction à l'abandon des mesures strictes sanitaires chinoises en Chine. Maintenant, quelle est la motivation de cette réaction? Donc, on l'a dit disproportionnée pour certains. Est-elle purement sanitaire selon vous? Pas une seconde. Je ne crois pas à l'instant que ce soit sanitaire, s'il ne l'aurait fait il y a 3 ans. Donc déjà, ça commence mal. Ensuite, la deuxième chose qui prouve que ce n'est pas sanitaire, c'est que la plupart des pays européens ont vacciné à quasiment 100% ou 90%. Donc la question du rebond viral qui tuerait, parce qu'on ne parle pas de maladie, la contagion va arriver, mais les maladies qui tuent, c'est de moins en moins vrai. Et je pense qu'effectivement, ils ont très bien observé qu'en Chine, alors ils ont critiqué beaucoup les Chinois sur la politique zéro Covid en disant que c'était une politique barbare. Je rappelle, c'est les Occidentaux qui parlaient. C'est barbare, il faut les libérer, il faut qu'ils puissent sortir. Et une fois que les Chinois appliquent exactement ce qui était préconisé par l'Occident, on les critique à nouveau. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, ils seront critiqués. C'est vrai que les Chinois ont menti sur une chose, je rejoins M. Pouchelet là-dessus. Ils ont fait croire qu'ils avaient vacciné 90% à 100% de la population. Ce n'était pas vrai. Il y a moins de 70% de vaccination, donc c'est un peu faiblard. Ils ont fait croire qu'ils allaient endiguer le Covid en coupant les circulations des personnes. C'est pas vrai non plus, ça n'a pas marché. Oui. Ils voient bien que le reste du monde a reçu l'impact violent qui partait de Chine et a pris des dispositions a posteriori qui ont été difficiles, 10 millions de morts. Donc aujourd'hui, je pense que... Mais pourquoi aujourd'hui, justement, fermer la porte aux Chinois? Justement, j'allais vous répondre à cela. Je pense que la contraction, parce que le PIB chinois a commencé à se contracter, que la production industrielle a reculé depuis très longtemps, on n'avait jamais vu ça, et que effectivement, avec une croissance bon, il reste une croissance soutenue, mais 3%, c'est vraiment un recul considérable pour un pays qui avait l'habitude d'avoir une croissance à 2 points, à 2 chiffres. Eh bien, je pense que ça arrange bien les affaires de certains qui disent que si on fait des restrictions de mouvement, de déplacement de personnes, et donc des restrictions commerciales, ça va de soi par la suite, ça permettra de garantir que l'économie occidentale se maintienne à flot et qu'elle dépasse la période Covid qui a été extrêmement violente pour elle aussi. Donc, je pense que indépendamment du fait que, soi-disant, on voudrait protéger les populations, ce qu'ils n'ont pas fait il y a 3 ans, je le rappelle. Il y a 3 ans, personne n'a empêché les Chinois d'aller en Europe. Eh bien, aujourd'hui, ils le font, alors que l'Europe est protégée, qu'il y a des vaccins et qu'il n'y a aucune nécessité pour faire ce genre de procédure drastique qui ne sert absolument à rien, à mon sens. Très bien. Dernière question, peut-être, Monsieur Abina, je voudrais vous la poser à vous et à Monsieur Pouchelet. Alors, on l'a évoqué au début de cette émission, les tensions entre Pékin et Washington sont dues aussi au statut de l'île de Taïwan. L'administration américaine a fait dans la provocation, c'est du moins que l'on puisse dire, avec la visite controversée à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Que pourrait apporter le nouveau visage de la diplomatie chinoise dans ce dossier ? Sur la question de Taïwan, les choses sont très claires. Et d'ailleurs, Xi Jinping le dit très bien, il n'est pas question que Taïwan reste une île qui n'appartient pas à la Chine. Taïwan a toujours été chinoise et va, à l'époque ça s'appelait Formose, et va récupérer le territoire
La Chine va récupérer rapidement, je Taïwan vous prie, par les monsieur. moyens. Oui. Je vous en prie. Voilà, juste pour vous dire que Nancy Pelosi est venue pour provoquer les Chinois. Ça a été une grave erreur. Elle a été même critiquée dans sa propre classe politique, mais qu'aujourd'hui, la Chine est déterminée à récupérer ce territoire, quel que soit le moyen. Pacifique peut-être, comme Hong Kong, ou alors par d'autres moyens un peu plus offensifs. Très bien. Monsieur Pouchelet, vous avez moins d'une minute. Alors, que pourrait apporter le nouveau visage de la diplomatie chinoise dans le dossier sur l'île de Taïwan ? On n'a pas attendu la nouvelle nomination puisque le maire de Taipei est pro-chinois et on a déjà le premier résultat de la politique chinoise envers Taïwan, comme M. Abinah vient de le préciser. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pouchelet. Vous ne pouviez pas être plus concis. Je vous remercie messieurs d'avoir répondu à nos questions, en l'occurrence Gamal Abinah. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Merci à vous. Merci à vous également Manuel Pouchelet. Vous êtes géopoliticien. Ce nouveau numéro de l'échiquier international touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée.